Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche après-midi. Donc l'après-midi spécial de Radio J continue après le forum Radio J. Place donc à notre petit club de la presse qui s'étoffe de semaine en semaine. On a le plaisir de recevoir notre éditorialiste de Radio J, Christophe Barbier, qui n'est pas qu'éditorialiste à Radio J naturellement, mais d'abord à BFM TV et qui publie un livre passionnant qui tombe à pic à quelques jours des manifestations contre la réforme des retraites. Macron sous les masques, aux éditions de l'Observatoire. Lapsus intéressant, on y reviendra bien sûr dans le cours de cette conversation. Et je suis entouré pour interroger Christophe Barbier, parce que c'est du lourd, de 3 chroniqueurs. Guil Michaeli de Causeur, qui nous fait l'amitié d'être là tous les dimanches. Bonjour Guil. Bonjour. Hervé Nathan d'Alternatives économiques. Alors c'est une première pour lui. Bienvenue à Radio J, Hervé Nathan. Bonjour. Voilà, on s'est connus dans d'autres enceintes, notamment le magazine Marianne, mais on a toujours été en sympathie et ça va être intéressant de voir comment vous vous positionnez par rapport aux thèses défendues par notre invité concernant le président de la République. Et enfin, Emmanuel Aumonier d'Europe 1 et de l'Express. J'espère qu'il n'y aura pas trop de solidarité entre les membres de la rédaction de l'Express. On va voir, justement, ça va être un test. Alors, notre après-midi du dimanche s'étoffe, effectivement, puisque à partir de cette semaine, nous recevons aussi dans un rendez-vous récurrent Mondovision le géopolitologue et historien Alexandre Adler au micro de Steve Nadjar. Et la semaine prochaine, dans cette émission On refait la semaine, nous aurons pour invité la sociologue Dominique Schnapper et nous recevrons la semaine suivante, comme tous les mois désormais, le philosophe et académicien Alain Finkielkraut. Mais tout de suite, in media res, on entre dans tout de suite dans le cœur du sujet. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui justement l'inspectez sous ses masques, que le président de la République, Emmanuel Macron, a mangé finalement son pain blanc depuis 2 ans? Oui, incontestablement, il a même plus que mangé son pain blanc, il a autodétruit le premier Macron, le Macron de la conquête, Emmanuel le Brillant, qui avait séduit les Français et qui avait dans un premier temps qui a duré à peu près 18 mois, déroulé son programme, déroulé sa conception de la présidence, déroulé son rapport aux Français, déroulé surtout ses réformes sans grande difficulté. Et même avec juste ce qu'il fallait de difficultés en face, Martinez, Mélenchon, pour triompher sans cesse d'adversaires qui tentaient de lui mettre des bâtons dans les roues et qui étaient balayés par l'allant macronien. Ce Macron-là, il est mort. Il est mort pendant les Gilets jaunes. Mais un autre est arrivé avec le grand débat, avec ce que l'on voit en ce moment, qui n'est pas moins intéressant et qui permet de penser que ce personnage politique n'est pas mort. Il n'a pas pris le toboggan comme Sarkozy et Hollande vers une défaite certaine. Il est dans des espèces de montagnes russes et nul ne peut dire aujourd'hui s'il sera réélu en 2022 ou balayé par la rue dans quelques semaines. Nul ne peut le dire, même pas Christophe Barbier. Alors dans un instant, on va voir comment mes petits camarades ont lu votre livre qui est passionnant, qui est une sorte de portrait kaléidoscopique de l'inconnu de l'Élysée. Mais quand même encore une question sur le contexte. Nous sommes donc à quelques jours de manifestations redoutées par l'exécutif, notamment par le Premier ministre, mais aussi par ses principaux ministres contre la réforme des retraites. Certains disent par avance que Macron est déjà paralysé. C'était le titre de l'hebdomadaire L'Express il y a la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui les masques successifs du président de la République se craquellent, se fissurent, se fendillent? Les masques les plus fragiles, qui étaient aussi les plus rutilants, oui, ils se fendillent, ils sont même tombés. On n'est plus dans les masques du carnaval vénitien, plein de plumes et de paillettes. Mais d'autres masques surgissent qui peuvent être utiles à Emmanuel Macron. Lesquels? Par exemple, Macron le hegelien. Il est encore plus sincère, encore plus authentique, encore plus accru qu'il ne l'était dans la campagne électorale. Je pense que Macron Sisyphe, c'est encore plus vrai, puisqu'il essaye de faire continuer la machine à réformer alors qu'il a plus de difficultés. Et puis, il y a quand même un Macron multiface libéral qui n'a pas dit son dernier mot. Alors, on est peut-être plus près de Schumpeter aujourd'hui que de Say ou de Mill, mais quand même, il reste cette volonté-là. Alors, vous êtes aussi un artiste, vous êtes un homme de théâtre, mais vous êtes aussi, bien sûr, passionné par la littérature depuis les époques où vous étiez étudiant à la rue d'Ulm. C'est quel genre de personnage de roman? On est plutôt du côté de Rubempré, plutôt du côté de l'amoureux éperdu de Madame Arnoux. C'est le Stendhalien. C'est le Stendhalien. Il est pas aussi flaubertien de ce point de vue-là. Je pense que le flaubertien était l'homme du roman de la conquête, celui que Philippe Besson a mis dans son livre. L'amoureux de sa Madame Arnoux. Oui, exactement. C'est-à-dire là où le sentiment donnait l'impression que ça ouvrait toutes les aventures. N'oublions pas que chez Flaubert, c'est aussi les désillusions qui sont au rendez-vous. Avec Stendhal, on a des héros qui essayent de se mettre à la hauteur de la grande histoire, sont balayés ou portés par cette grande histoire, mais le bruit de
de fond est beaucoup plus tonitruant chez Stendhal, et aujourd'hui, le bruit de fond politique et géopolitique, c'est un bruit de fond stendhalien. Alors, à la radio, on ne nous voit pas forcément, mais vous avez vu, ils ont stabiloté le livre. Enfin, c'est absolument incroyable. C'est une lecture extrêmement précise, presque de policier. Enfin, c'est toute proportion gardée. Hervé Nathan d'Alternative Économique. Comment vous avez lu le nouveau livre de Christophe Barbier? C'est dommage parce que j'ai essayé d'être assez critique et parce que j'ai reçu ce livre de deux manières. La première, pour moi, le chapitre le plus important, mais à mon avis le plus terrible, c'est la première partie. C'est la partie où vous parlez du mouvement des Gilets jaunes, et je vous ai trouvé méprisant. Vous parlez de la populace, ouais. Comme j'avais l'impression qu'on ne parlait plus du peuple depuis fort longtemps de cette manière-là, et j'ai retrouvé effectivement, c'est là pour le coup les parallèles. On peut revenir là pour le coup au 19e siècle. Je sais pas, j'ai pensé à Dumas fils, après la colline. Il est derrière Polybe, il avance derrière Polybe. Oui, ça m'a rappelé. Bon, par ailleurs, c'est un cours d'histoire politique absolument extraordinaire. Ça m'a fait réviser beaucoup et apprendre énormément. Donc il a fallu que j'aille chercher dans ma mémoire et dans mes cours ce que j'avais oublié ou pas appris. Mais ça, c'est la première partie. Donc il y a une espèce de mépris de l'élite, pour le dire. Ça peut être ressenti comme un mépris profond sur l'élite, et assis en plus sur une culture extrêmement forte. Et d'une certaine manière, c'est d'autant plus violent que je pense qu'une partie de la population qui le lirait, je pense que peut-être elle le lira pas, mais c'est pas forcément ce que vous cherchez, parce qu'une partie de la population pourrait le lire avec beaucoup d'acrimonie. Et la deuxième partie, je dois dire que ce qui m'a le plus intéressant, c'est la recherche politique, les méandres, plus que la philosophie ou l'histoire. Je dois dire que aller chercher des parallèles entre Hegel et Éric Drouet, c'est assez osé. Il y a une page où il y a une citation où on essaie d'analyser Drouet au crible de la ruse de l'histoire de Hegel. On va dire que ça, il faut quand même le faire. On l'est pas. Là, pour le coup, la rue d'Ulm est revenue. Et dernière chose, j'ai trouvé, alors ce qui est assez étonnant, c'est que vous faites il y a un peu d'amour déçu avec de votre part et de la part de l'ancien directeur d'Express que vous étiez, puisque vous dites, il y a un passage où vous dites que vous aviez soutenu, et on sentait qu'il y avait de la proximité avec le Macron 1, et que d'une certaine manière, vous êtes un amoureux déçu. Alors, amoureux déçu, trop arrogant vis-à-vis de la populace, comme dit Hervé Nathan. Je suis désolé d'apparaître comme méprisant aux yeux de certains lecteurs, mais je peux le comprendre. Mais c'est vrai que je suis très sévère avec le mouvement des Gilets jaunes et très en colère contre certains de ces leaders autoproclamés. S'il faut faire une cartographie, disons, de la vie journalistique et intellectuelle, vous êtes sur le mouvement des Gilets jaunes nettement plus proche des positions d'un Bernard-Henri Lévy que d'un Michel Onfray, par exemple. Oui, voilà. Et je pense que je suis proche de beaucoup de positions de certains éditorialistes et commentateurs, mais qui, morts de trouille, n'ont pas osé le dire. Absolument. Pendant le mouvement. Quels sont les journaux qui ont fait des unes, franchement, contre les Gilets jaunes? Personne n'a osé le faire. Absolument. Tout en disant, en catimini, dans les couloirs des médias, c'est une catastrophe, c'est un mouvement inquiétant, c'est nauséabond. Quand il s'agissait d'en parler à la télé, il fallait évidemment être complaisant avec ces gens-là. Au nom de quoi? Au nom d'abord de la peur face à la foule, comme souvent, mais aussi au nom d'une certaine complaisance à l'égard de la souffrance sociale. Je ne la nie pas, la souffrance sociale. 99% des gens qui étaient sur les ronds-points sont en état de souffrance sociale ou d'angoisse sociale. Je respecte ça, et je peux être dans la sympathie au sens étymologique du terme. Je ne veux noter quand même que le 1%, un 1% qui est peut-être un 5%, c'est aussi des gens qui vivent au crochet de la société, tel monsieur Barnaba qui était payé à rien faire comme fonctionnaire, et il y en avait beaucoup. Bon bref, mais passons sur eux. Ils sont au crochet de la société aussi parce que la société ne sait pas leur donner leur place. Mais je suis sévère parce que c'est un mouvement qui n'a pas voulu se doter d'idées, d'organisation, qui n'a pas voulu passer à la politique ou au syndicat, et qui est devenu un mouvement cannibale. Cette force sociale qu'ils avaient, ils l'ont détruite eux-mêmes. Par ailleurs, je suis en effet méprisant, en tout cas très en colère et très négatif à l'égard des pseudo-chefs, un Drouet, un Chalençon, un Rodriguez. Désolé, je ne les admire pas. Alors, ce sont de petits caïds, pas plus. Christophe Barbier, ce jugement, effectivement, est un jugement politique, mais vous sentez bien que derrière la question d'Hervé Nathan d'Alternative Économique, il y avait aussi l'idée qu'au fond, vous vous prononciez comme membre, comme sociétaire à part entière d'une élite protégée, dont au fond, Emmanuel Macron serait l'expression paroxystique. Donc est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron lui-même, en quelque sorte, a eu, dès le début,
de la crainte, mais aussi du mépris envers ce mouvement social né des profondeurs du peuple français. Non, je pense qu'il ne l'a pas compris, il est passé à côté, et je pense que quand il a commencé à le comprendre, il n'avait pas de mépris. Macron, c'est quoi? C'est le chef des premiers de cordée. Mais quand on regarde sa théorie des premiers de cordée, que dit-il? Il dit il faut aider les premiers de cordée, sinon la cordée ne monte pas. Donc j'aide les premiers de cordée, je les dobe, je leur donne des bons crampons, un bon piolet, et ils vont tirer toute la cordée jusqu'au sommet. Sauf que ces premiers de cordée, c'est-à-dire l'élite, et notamment l'élite économique, elle dit à Macron, oui, bravo, donne-nous les crampons, donne-nous les piolets, et puis après elle coupe la corde. Parce que ce sont des premiers de cordée qui ont envie d'être tout seuls au sommet. Et là, il y a une trahison, non pas de Macron envers le peuple, mais des premiers de cordée macronistes envers Macron. Alors, regardez tous ceux qui on se parle très clairement. Parce que ici, de toute façon, c'est un forum de liberté, fondé sur la liberté de l'analyse et de la parole. Est-ce que vous pensez qu'une partie du patronat français, après avoir été, disons, plutôt macronien, pas autant qu'on le dit, mais après avoir été plutôt macronien en 2017, a lâché Macron? C'est pas qu'ils l'ont lâché, c'est qu'ils lui ont demandé des moyens pour l'aider à réformer le pays. Ils ont pris les moyens et ils l'ont pas aidé à réformer le pays. Ils l'ont pas lâché, ils l'ont trahi. Prenez par exemple les bénéficiaires de la réforme de l'ISF. Moi, j'étais plutôt pour laisser l'argent dans la poche des gens qui le gagnent, à condition bien sûr qu'ils l'investissent dans l'économie française pour créer des emplois en France et de la richesse en France. Et je pensais que Macron leur faisait un cadeau fiscal et qu'ils allaient faire à Macron un cadeau politique. Renvoyer l'ascenseur de manière politique, le pays va mieux et les gens réalisent Macron. Voilà. Que s'est-il passé apparemment? C'est que tous ceux qui ont bénéficié du macronisme première manière, ils ont empoché leurs bénéfices sans se soucier du redressement du pays. En se disant, on a pris Macron, on a eu Macron, on en prend notre bénéfice. Résultat, la fois prochaine, ils auront peut-être un second tour Mélenchon-Le Pen, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. On refait la semaine continue avec Christophe Barbier. On parle de votre livre, Christophe, Macron sous les masques. Emmanuel Aumonier d'Europe 1 et de l'Express l'a lu. Oui, tout à fait. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Hervé Nathan, notamment, et sur la façon dont vous êtes défendu, sur les leaders de ce mouvement des Gilets jaunes. Vous regrettez énormément, un peu dans un raisonnement, la révolte, c'était mieux avant, en disant, mai 68, il y a eu énormément d'intellectuels qui ont conceptualisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on fête le cinquantenaire de mai 68, et vous dites en 2068, ça sera pas le cas pour les Gilets jaunes. Je partage votre avis. Néanmoins, je pense que si il n'y a pas de leaders qui ont émergé, c'est parce que la bourgeoisie a choisi de les ignorer. Il y en a eu. Il y a eu Charles Gave, il y a eu Frédéric Lordon, il y a eu Juan Branco, qui est un peu le clone d'Emmanuel Macron en termes de formation, pas en termes d'idées. Un Emmanuel Macron plus rock. Un Emmanuel Macron plus rock, plus à gauche, qui a voulu être le porte-parole des Gilets jaunes. Donc je pense que moi il y en a eu. Alors effectivement, si on parle de Jérôme Rodriguez ou d'Éric Drouet, je partage votre analyse. C'est vrai que ce sont des gens un peu braillards et un peu courts, mais néanmoins, oui, il y a eu une sorte de mépris quand même qui transparaît quand vous parlez de jacquerie, quand vous parlez de peste jaune. Ça c'est pour les Gilets jaunes. Après, sur votre livre, de manière plus globale, je trouve que c'est un pari osé, qui est en tout cas amusant et plaisant et érudit à lire. C'est-à-dire que vous tentez de mythifier un président qui n'a pour l'heure absolument rien accompli. Il n'a aucun au fait. Vous le comparez avec des personnages historiques comme Henri II, Henri IV, Louis XI, Louis XII, et Isabeau de Bavière, qui ont eux marqué l'histoire. Alors c'est intéressant parce que vous dites qu'Emmanuel Macron est déjà dans la transcendance. Donc vous l'inscrivez un peu déjà dans l'histoire longue. Mais est-ce que moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi comparer Emmanuel Macron simplement avec sa vision et sa communication par rapport à tous les actes qu'ont effectués ses aînés? Il a quand même accompli quelque chose, une geste assez formidable. À 39 ans, il se retrouve élu président de la République sans avoir eu aucun autre mandat avant, et 2 ans et demi avant son élection, pratiquement personne ne le connaissait. Ça, c'est quand même une sorte d'exploit qui est peut-être un exploit illégal ou illégitime, un hold-up, comme disent eux-mêmes les macroniens, mais qui peut être aussi le début d'une véritable épopée. Évidemment, seule la fin de l'histoire le dira. Pour qu'il réussisse à mériter son rang dans les bibliothèques aux côtés des autres hommes d'histoire biographiés, il faudra bien sûr être réélu d'abord, et au bout de 10 ans, la décennie Macron, laisser un pays qui aura été profondément transformé. Je note qu'à l'heure où nous sommes, il a quand même détruit la Ve République, dans sa structure, dans son architecture politique. Le grand parti de droite,
pseudo-libéral et en fait étatiste, qui était le gaullisme avec ses périphériques centristes, le grand parti de gauche social-réformiste qui, après avoir réduit le communisme, un peu adopté l'écologie, avait réussi à incarner la gauche de gouvernement. Ils sont absorbés. Ils sont absorbés, digérés, détruits. Pour l'instant, ils ne reviennent pas. C'est pas avec, pour l'instant, les sondages d'Olivier Faure, même de Bernard Cazeneuve, ou bien de François Baron et Xavier Bertrand, que ces deux camps peuvent revenir. Donc la Ve République, dans sa structure politique, Macron l'a détruite. Alors peut-être qu'elle était branlante, certes, mais le type qui a surgi et qui a donné le dernier coup d'épaule pour la faire tomber s'appelle Emmanuel Macron. Ça pose quand même le début d'une aventure qui peut être celle du roi Arthur, mais qui peut être celle aussi d'un pauvre aventurier qui va se faire zigouiller au détour d'un bois. Ça peut être Roland de Roncevaux, vous voyez, qui se fait dans un combat d'arrière-garde massacré, mais ça peut être aussi le roi Arthur. Seule la fin de l'histoire le dira. Hélas, nous les journalistes, on doit écrire des livres pendant et pas après. Ce sont les historiens qui auront la chance de faire le vrai livre sur Macron. Dites pas hélas, vous adorez ça. Oui, bien sûr. Gil Mikhaïli de Causeur. Oui, justement, ce que vous évoquez, c'est la question principale. Vous comparez des gens qui ont un œuvre à quelqu'un qui, pour le moment, a que la psychologie. Et un style. Et on s'interroge, parce qu'effectivement, c'est un phénomène extraordinaire. Et ça commence il y a longtemps. Moi, quand j'avais 17 ans, si tout le monde savait que j'ai quelque chose avec la prof, je n'oserais pas me montrer à l'école. Et si les notables de ma ville natale, qui est à peu près la même taille que la sienne, appelaient mes parents pour dire que je suis en train de casser une famille, je pense que je me serais jeté par la fenêtre. Tandis que lui, il était droit dans ses bottes. Eh oui. C'est extraordinaire. Transgressif. Oui. C'est pas uniquement transgressif, c'est la capacité d'assumer ça, de regarder la société dans les yeux et de dire je bouge pas, faites ce que vous voulez. Être avec la même femme 30 ans plus tard. Donc on a énormément de choses. Très peu d'amis. Et ce que vous avez dit, je me rappelle plus, il y a quelques jours, que c'est le pire des arraches de l'histoire. C'est un homme qui est entouré de nains. Il a recruté 300 et quelques députés. Où sont-ils? Où sont-ils? Il y a... Pardon. Donc, ces ministres, on voit que le parricide élimine tous ceux qui un jour pourraient... et donc, dans votre livre, qui est une balade fascinante dans les magasins de costumes de l'opéra, et aussi un magasin de bonbons pour les historiens, donc j'ai passé chaque page, je suis particulièrement, c'est une perversion peut-être, mais j'aime beaucoup la restauration. Et donc parler d'Élie Decazes, etc., c'était des pages qui m'ont beaucoup plu, et je pense qu'il y a beaucoup de pertinence. Mais qui est l'homme? Qui est l'homme? Comment ça se fait que, en fait, le secret le plus connu de l'histoire, c'est qu'il fallait passer par les centres. Tout le monde passait par les centres, il se cassait la gueule. Il arrive, il ramasse la mise. Pourquoi lui? Pourquoi pas tant d'autres? Il a rien inventé. Question donc de Gil Mikhaïli, c'est difficile ce qu'il vous demande. Ouais. Hein. Alors, il y a eu un côté figure récurrente de l'histoire, parce que Mendès France, Valéry Giscard d'Estaing sont passés par le centre, et ça a marché, plus ou moins. Jacques Delors serait passé par le centre, mais il a eu peur. Et donc, ce schéma cyclique, Bayrou a voulu, mais il a échoué. Et finalement, Bayrou, il a donné le témoin à Macron. Bayrou a gagné la présidentielle par le truchement de Macron. C'est l'homme qui a fait aussi la différence, puis c'est le moment, c'est les circonstances. D'accord. Il faut un certain état d'épuisement des figures classiques de droite et de gauche pour que le centre s'impose. Maintenant, faut faire durer le centre. Mendès France a échoué, Giscard a échoué. Est-ce que Macron réussira à installer le centrisme français, en l'occurrence en ce moment plutôt libéral-social, dans la durée? Ça, c'est pas évident. Et puis, vous l'avez vu. Est-ce qu'il vous a charmé? Est-ce qu'il vous a conquis personnellement? Est-ce qu'il y a un charisme? Je dirais pas charmé. Question de Gil Mikhaïli. Pardon. Je dirais pas charmé. Moi, ce qui m'a épaté dans les premières rencontres avec Emmanuel Macron, avant que la figure présidentielle ne le fige et ne l'éloigne, c'est sa capacité à se nourrir de ce que disait l'autre. Proposition ou contradiction, l'autre est immédiatement intégré, et telle l'intelligence artificielle, Emmanuel Macron progresse par l'addition des rencontres et l'addition des expériences. C'est très différent de l'intelligence giscardienne, qui est entièrement constituée, qui n'apprend rien des interlocuteurs tellement ils sont médiocres, et qui restitue. Giscard a une intelligence qui irradie, Macron a une intelligence qui se nourrit et qui croit au fur et à mesure des rencontres. Les méchants, ou ceux qui l'aiment pas, ils ont le droit, disent que c'est de ce point de vue-là, un prédateur
très postmoderne, non mais qui construit sa doctrine au gré des rencontres, qui s'empare en quelque sorte des idées des autres, c'est une possibilité. Vous êtes quand même sévère aussi parce que vos comparaisons ne sont pas toujours à son avantage. Je pense notamment aux pages très belles que vous consacrez aux parallélismes éventuels entre le macronisme et le gaullisme. Mais c'est pour aussitôt lui dénier toute relation avec le tragique de la politique. Vous dites, il n'affrontera jamais une situation comme celle de mai-juin 1940, la débâcle, l'effondrement de la France républicaine. Jamais il n'affrontera ça. Au fond, c'est un enfant privilégié, des classes privilégiées. Il n'a pas le sens du tragique. C'est pas un peu sévère envers cet homme qui a su remonter sur le cheval, alors que tous les commentateurs politiques, peut-être pas vous, mais tous les commentateurs politiques des chaînes info le disaient foutu en décembre dernier. Non, je pense qu'il n'a pas le sens du tragique, sinon il aurait compris plus vite et mieux le phénomène des Gilets jaunes. Et il a montré une cécité à ce moment-là un peu surprenante. Face à l'adversité absolue, alors là, Christophe, face à l'adversité absolue en janvier dernier, il a su résister. Donc il avait des ressources personnelles qui prouvent qu'il avait sans doute la conception de la gravité de la situation, de la gravité de l'action politique. Incontestablement, quand il va au Puy-en-Velay après l'incendie de la préfecture, qu'il est poursuivi par la foule, il comprend que l'État ne tient plus, que l'État est une chose finalement assez fragile et que la personne présidentielle qu'il incarne est extrêmement fragile et en rupture avec le peuple. Il comprend cela. C'est une journée dramatique pour lui. Oui, c'est la mort de Macron. Macron premier. Le Puy-en-Velay, il se dit mon corps mortel de monarque est vraiment à la merci des Français. Mais on a décapité Macron. À Angoulême, il y a des gilets jaunes qui ont pris un mannequin, qui ont mis Macron dessus, ils ont fait un vrai procès avec un vrai avocat, un vrai procureur, comme Louis XVI, et ils l'ont vraiment décapité avec du sang, du faux sang. Donc vous voyez, ils ont poussé le simulacre très loin, ils ont d'ailleurs été condamnés en justice. Donc oui, on était dans ce moment-là. Et si Macron était descendu de la voiture tout sourire pour essayer de convaincre les gilets jaunes du Puy-en-Velay, il l'aurait dépecé. Il a compris cela. À partir de là, il a bâti une riposte qui n'est pas une riposte tragique, qui est une riposte intellectuelle. Le grand débat. J'oppose à la légitimité désorganisée et oclocratique des gilets jaunes la légitimité organisée des élus. Ah, pas les députés, ils les détestent. Pas le président, il le déteste. Non, les maires. Le grand débat est une réponse géniale à la légitimité de la foule, mais désorganisée et déjà en train de s'épuiser à ce moment-là, par la légitimité organisée, courtoise et républicaine du grand débat. Coup de génie. 4 mois après, c'est Macron qui est remonté sur le cheval, il gagne les élections européennes, parce que même si l'oiseau finit deuxième, c'est quand même un miracle pour la majorité, et à ce moment-là, on se dit, ça y est, c'est reparti pour un tour. Le tour est en train de se jouer. Mais c'est pas une réponse tragique. Une réponse tragique, ça aurait été la répression. Heureusement, il ne l'a pas choisi, mais c'est ça le tragique. Et cet homme des génies, toujours avec un casting médiocre. Oui, tout seul, il est tout seul. Mais pourquoi il est tout seul? Parce que la société est peut-être médiocre, la société politique. Peut-être que les bons éléments, aujourd'hui, ils vont ailleurs, dans l'économie, dans les médias, ailleurs. Ensuite, il ne veut pas d'existence à côté de lui de gens intelligents et forts, parce que nous vivons le règne du héros médiatique unique. Dans les équipes de foot, il faut la vedette. Dans un groupe de rock, il faut le chanteur. Et Macron ne supporterait pas quelqu'un d'autre. Par ailleurs, nous, peuple, derrière notre télévision, nous n'avons que le président en ligne de mire. Nous l'avons élu, les gens veulent parler au directeur. Dans les manifs, est-ce que les Gilets jaunes insultaient Édouard Philippe? Non, il y en avait que contre Macron et un peu Castaner. C'est tout. On revient avec vous, Christophe Barbier, c'est passionnant. Nous, ici, d'ailleurs, vous avez vu, c'est pas un fonctionnement macronien, de ce point de vue-là. Hein. On n'a pas peur d'avoir des stars à notre micro. Non, c'est comme un start-up. Ouais, c'est ça, c'est comme une start-up, absolument. Merci Guy Miraili, pause publicitaire. Vous êtes toujours sur Radio J, on refait la semaine continue. Nous recevons notre éditorialiste BFM TV Christophe Barbier qui publie Macron sous les masques, aux éditions de l'Observatoire. Et je suis avec Hervé Nathan d'Alternatives économiques, Emmanuel Aumonier d'Europe 1 et de l'Express, et Guy Miraili, directeur général du magazine Causeur. C'est à vous, Hervé Nathan, de continuer à interroger, à passer sur le grill notre invité Christophe. Ouais, Macron, vous dites Macron n'est pas tragique, par exemple, il n'a pas choisi la voie de la répression. Mais d'une certaine manière, même à vous lire, ce que vous dites là maintenant est contradictoire avec votre livre. Vous dites, vous dites que la répression finalement s'est arrêtée parce qu'en France on ne veut plus mourir, on ne veut plus tuer. D'accord, vous êtes d'accord? Heureusement. Et heureusement, c'est une des formes de progrès depuis la guerre d'Algérie. Grosso modo, depuis la fin de la guerre d'Algérie, on ne se tue plus dans des affrontements sociaux ou de façon totalement exceptionnelle.
Je suis d'accord avec vous, mais alors pourquoi est-ce que vous dites que la répression qui a été mise en œuvre par l'appareil d'État, la police, la justice, qui a fait 25 éborgnés, etc., 5 mains arrachées, etc., qu'on n'a pas vu depuis au moins mai 68, vous avez l'air de la minimiser. Il y a eu une violence d'État, il l'a assumé avec Christophe Castaner, ils ont dit consciemment, ça s'est fait lors d'un conseil restreint à l'Élysée, en disant maintenant on change de tactique et on y va, et ça ressemble trait pour trait. Alors pour le coup, pour vous apporter un peu d'histoire dans cette émission, ça ressemble trait pour trait au choix que fait le général de Gaulle le 30 mai 1968 de débarquer le ministre de l'Intérieur qui s'appelait Fouché et de prendre Raymond Marcellin. Le vrai Fouché, comme voilà, il en le voyant rentrer au Conseil des ministres, Fouché, le vrai, d'accord. Et effectivement, 3 jours dans les jours qui vont suivre, il va y avoir 2 morts. La police va tirer à Renault, à Sochaux, chez Peugeot, et il y aura aussi un tué chez Plus Renault. Plus tard dans la campagne. Mais parce que Raymond Marcellin avait changé la doctrine, avait dit comme Christophe Castaner, il avait dit cette fois-ci on va au contact, on empêche tous les rassemblements, immédiatement ils sont dispersés et la police va au contact, ce que voulait éviter Fouché et le préfet de police de l'époque. Donc il y a des parallèles. Ce parallèle, vous l'avez complètement mis de côté dans votre Non, j'ai trouvé ça étonnant. Non, il y a quand même, je trouve que vous êtes gentil, quoi. En même temps, vous le diminuez, c'est-à-dire que vous diminuez ses mérites, c'est-à-dire que on a l'impression que vous auriez aimé qu'il fût tragique. Vous auriez aimé avoir un personnage historique devant vous. Donc il y a quelque chose qui colle pas. Alors je vais essayer de préciser ma pensée là-dessus. Les mains arrachées, les yeux crevés par les LBD, c'est une insuffisance technique. C'est juste que la police a pas les bons outils ou pas les bonnes formations ou pas les bons chefs. Normalement, le LBD, ça doit disperser une manifestation sans faire Dieu crevé. C'est soit l'outil est mauvais, il faut l'abandonner, c'est ce que je pense. Soit l'outil est bon, mais il est mal utilisé. Moi, je pense surtout qu'il est mauvais. Et donc là, il y a technique, c'est pas un choix politique. C'est un choix technique. Le choix politique, c'est celui d'aller au contact et disperser tout de suite, appliqué par le préfet l'allemand avec une certaine efficacité. Et ce choix politique, il a marché. Il a marché notamment au 1er mai, où les Black Blocs ont été immédiatement dispersés et où ça a pourri aussi la manif des syndicats. Si Castaner n'avait pas très bêtement inventé son histoire d'hôpital de la Pitié, ça aurait été une grande journée de victoire pour l'État ce jour-là. Et ça s'est retourné contre eux. Et on a revu ça dans les manifestations du premier anniversaire des Gilets jaunes, une espèce de bonne tenue technique place d'Italie, parce que finalement ils ont tenu la place et puis il n'y a pas eu trop de dégâts. Et puis patatras, une grenade lacrymogène envoyée dans la figure de quelqu'un qui était là en train de bavarder tranquillement gâche le travail de la police. Donc il y a vraiment une incompétence technique, mais sur le choix politique, je pense qu'ils sont à peu près dans le seul choix possible, dans une époque où, heureusement, on ne veut plus tuer. La police n'a plus le droit de tuer un manifestant. Quand il y a un mort au barrage de Sivins, un mort accidentel, une grenade qui tombe dans une capuche, c'est un drame national et c'est tant mieux. Et en face, ni les ultra-jaunes, ni même les Black Blocs qui viennent pour casser du flic, ne veulent faire de mort. Il n'y a pas un Black Bloc qui vient avec un fusil de chasse. On n'est plus dans la dérive terroriste des années 70 avec Action Directe ou les Brigades Rouges. Donc là, il y a une maturité démocratique, y compris chez ceux que on peut qualifier d'anarchistes, en tout cas ceux qui veulent renverser la machine d'État. Et ça, c'est très bien, sauf que ça pose une équation d'ordre public un peu insoluble. Il faudra bien à un moment donné en sortir, parce qu'au passage, qui paye les pots cassés? Les commerçants, les petits salariés qui perdent leur boulot, et puis l'économie française. Donc c'est un peu dommage. Moi, j'aimerais qu'on aille vers une maturité démocratique où les gens font des manifs puissantes, puis quand l'ordre de dispersion est signalé parce qu'il est 17h, tout le monde s'en va. Or, les incidents arrivent évidemment parce que tout le monde ne s'en va pas. Voilà. Emmanuel Aumonier d'Europe 1. Oui, alors moi j'ai deux réflexions à vous faire qui sont pas forcément liées. La première, c'est pour rester sur les gilets jaunes. Donc vous êtes un peu comme Emmanuel Macron, un farouche adversaire de la démocratie directe. Alors la démocratie directe, c'est quasiment l'oclocratie, donc le pouvoir de la foule. Vous êtes hostile à toute forme de démocratie directe, puisque pour vous, la démocratie représentative, c'est un contrat. On élit ses représentants pendant, mettons, 5 ans, et puis après, on doit les respecter, et il ne se passe rien, finalement, entre. On leur fait confiance, on les a élus, point. C'est ce que refusent absolument les Gilets jaunes. Ils veulent de la proportionnelle, pardon. Ils veulent du vote blanc. Ils veulent du RIC. Alors vous vous moquez un peu d'eux en disant le RIC c'est le Ricard. C'est eux-mêmes qui l'ont inventé. Hein. Voilà. Moi, la première question donc que je vais vous poser, c'est la démocratie directe. Pourquoi ça serait pas la modernité? Pourquoi est-ce que pour vous la modernité elle est
toujours dans la démocratie représentative, alors que finalement, les faits démontrent le contraire. C'était la première question. Et la deuxième question, elle est d'ordre beaucoup plus global sur votre ouvrage. Rapidement, vous comparez Emmanuel Macron à énormément de grandes figures économiques, étatiques. Moi, je me demande pourquoi, alors que vous êtes un homme de théâtre, pourquoi est-ce que vous l'avez pas comparé à un metteur en scène, à un acteur, voire même à un séducteur, à un Casanova, à un Don Juan, puisque c'est ce qu'il est, Emmanuel Macron, beaucoup plus qu'un homme d'État. C'est quelqu'un qui adore être sur scène, on l'a vu avec le grand débat, il était sur scène. Quand il arrive à la cour du Louvre, c'est une mise en scène absolument... Il adore se maquiller, c'est ça que vous... Oui, aussi. Et c'est son masque, voilà, je vous laisse répondre. Il y a quelque chose de Gérard Philippe chez Emmanuel Macron, mais je pense qu'il vaut mieux aller chercher du côté des héros de théâtre, c'est-à-dire un Caligula tel qu'a pu le peindre Camus ou bien les héros shakespeariens. C'est plus dans les héros de théâtre, donc la littérature, que dans les êtres vivants qui font du théâtre qu'on a les racines intellectuelles ou esthétiques les plus intéressantes pour Macron. Pour ce qui est de la première partie de la question, la démocratie directe, je crains hélas que ça soit la modernité. Mais pour moi, c'est une impasse, c'est plutôt une dégénérescence de la démocratie. Pour moi, la démocratie, elle est représentative, mais ça ne veut pas dire qu'entre deux scrutins, on se tait. Il y a l'opinion, il y a les sondages, il y a les élections intermédiaires qui font que si vous n'êtes pas content d'un président, jadis, on lui collait une cohabitation. Si vous n'êtes pas content d'un maire, eh bien vous allez au cantonal élire quelqu'un qui n'est pas de son camp. Ils vont devoir se battre. Il y a toujours des moyens de corriger une démocratie représentative qui vous déçoit. Mais la démocratie directe, telle que le RIC la prévoit, c'est le mandat impératif. C'est fais ce que je te dis. Comment ça, t'as pas fait exactement ce que je te disais, je te dégomme. Et donc c'est le pouvoir terroriste de celui qui est avec sa foule, avec sa masse électorale par rapport à celui qui est désigné. C'est terrible, c'est affreux. Il faut qu'à un moment donné, le contrat social soit un contrat de confiance et pas un contrat impératif d'exigence. Sinon, celui qui sera le plus puissant, celui qui aura le plus de monde dans son petit fief, il désignera un homme de paille qui sera tout tremblant obligé de lui obéir, sinon il sera décapité. Quant à la proportionnelle, dites-moi un endroit où ça se passe bien. Espagne, Italie, Autriche, Belgique, Israël, c'est un désastre de gouvernance. La proportionnelle, c'est le poison pour la démocratie. Et pourquoi on en revendique de plus en plus ? Parce que la démocratie, à un moment donné, à force d'être démocratique, elle veut tellement respecter la démocratie qu'elle tue la démocratie. Alors, il nous reste 4 minutes, Christophe Barbier, avec vous. Pour être pure, elle est morte, oui, la démocratie. Pour être pure, elle est morte. Il nous reste 4 minutes avec vous, Christophe Barbier. C'est passionnant. Macron sous les masques, c'est votre nouveau livre. Justement, on va continuer à écailler les différents masques dont le président de la République s'est orné depuis sa montée en puissance au firmament de la politique française. Un mot quand même sur le côté littéraire. On avait commencé cette conversation avec des comparaisons, l'éducation sentimentale. C'est sûr qu'il y a des côtés Madame Arnoux quand même, hein, chez Brigitte Macron, qui est son égérie, qui est sa muse, qui est sa conseillère, qui est tout pour lui. Hein. Est-ce que lui, ça serait une sorte de Frédéric Moreau déniaisé ? Abouti en tout cas. Déniaisé, oui, cynique, et puis finalement, il aboutit parce que Madame Arnoux, il l'atteint, si j'ose dire, et puis sa carrière, son destin, il l'accomplit. Il n'y a pas ce constat d'échec final. Un Frédéric Moreau en mode warrior, en mode plus dur en fait, plus implacable. Ah bah oui, quand vous ajoutez la télévision, les réseaux sociaux et puis le destin politique démocratique, vous donnez à Frédéric Arnoux des possibilités un peu. Frédéric Moreau a des possibilités un peu plus puissantes. Vous êtes un Frédéric Moreau, vous, à causeur? Non, personnellement, je suis la Chartreuse de Parme. Là, c'est mieux. C'est mieux. Et je vous dis, il est plus stendhalien aujourd'hui. L'époque rend Macron stendhalien et l'éloigne de Flaubert. Et oui. Ouais. Donc, juste un dernier élément, je vais être court. C'est la dimension nationale. Je dépasse un peu le propos de votre livre. Je profite du fait que c'est notre sujet. J'ai l'impression qu'il y a un aveuglement anthropologique chez lui, qu'il a une vision de l'homme comme un acteur économique interchangeable, et que tous les problèmes qu'on a par exemple avec l'islam, avec l'immigration, etc., c'est parce qu'il manque des RER, il manque de boulot, il manque de logement, comme si ça ne peut pas être autrement. Est-ce que c'est pas un problématique pour un président monarque de la France d'être aveugle anthropologiquement? Tout à fait. Il y a un angle mort du macronisme dans l'anthropologie au sens large. Et si on prend des sujets plus précis, en effet, la relation à la psychologie collective, à la laïcité et à certains traits un peu impalpables, presque psychanalytiques du peuple français. Là, Macron, l'énarque, ne comprend pas de quoi on lui parle. Et donc, il n'offre que des réponses rationnelles, fondées sur l'homo economicus, à des questions qui sont en effet anthropologiques. Mais en mettant du François Sureau dans la machine, en mettant des gens comme ça, qui aujourd'hui, en mettant du Finkielkraut dans la machine, il est pas en train de contrebalancer ce côté-là? Non, parce que justement, je pense que Jeanne d'Arc. Oui, mais l'appel à Jeanne d'Arc. Il a joué au théâtre? Un peu, et puis surtout pour lui, c'est l'appel à un mythe.
c'est l'appel à un mythe. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que toutes les grandes carrières politiques, de Sarkozy jusqu'en remontant à De Gaulle, se font sur des appels à tous les mythes. C'est quoi Sarkozy ? Porte de Versailles, janvier 2007. C'est le petit Français de sang mêlé, Jeanne d'Arc, Jaurès, tous avec moi. C'est-à-dire on prend le melting pot de l'histoire française et on explique qu'on en est le pur produit. Mais Christophe Zimet, il est pas. D'ailleurs, son discours sur Jeanne d'Arc est pas très bon. Son conseiller Zimet, qui est un historien, il est pas en train de lui donner justement ce background-là. Sylvain Faure aussi donnait le background. Mais justement, je pense que Macron, se sentant faible sur ces sujets-là, il se défausse. Soit sur des collaborateurs de talent, soit sur un entourage qu'il pousse devant. Oui, c'est sûr que parler de Ricoeur ou pousser en avant Finkielkraut, ça permet de cacher ses propres béances. Macron, de ce côté-là, soit il est flou, soit il est vide, soit il a des idées tellement à l'opposé de la majorité française qu'il veut pas les montrer. Alors, je suis en train d'exploser complètement le conducteur, mais c'est passionnant. En 2 minutes, mais vraiment une très courte question, très courte réponse. Emmanuel Aumonier. Très court, donc justement pour un peu continuer ce que vous disiez, Macron il coche les 4 cases des élites, c'est ce que vous dites, la République des professeurs, les grands commis de l'État, la financiarisation de l'économie, la web économie. Par contre, il lui manque quand même la caste populaire qu'avait Jacques Chirac. Et du coup, je rebondis sur un fait d'actualité, là, il annonce, après avoir vu le film Les Misérables de Lajli, qu'il va faire un grand plan banlieue. Ce que vous évoquez aussi dans le livre, c'est le côté émotif du président. Est-ce que c'est rassurant d'avoir un président sur un sujet aussi général, qu'il est censé quand même connaître par cœur, qui après avoir vu un film dit plan banlieue, ou est-ce qu'il le fait exprès ? Plan banlieue qu'il a récusé un an avant quand Borloo lui a proposé. Donc ça montre à quel point là-dessus, là aussi, il y a une carence qu'on peut comprendre vu son parcours. Moi, j'idéalise pas le rapport au peuple de Jacques Chirac, qui savait y faire évidemment au cul des vaches ou dans les bistrots, mais qui a quand même passé toute sa vie dans les salons dorés payés par nos impôts. Il a jamais été logé autrement qu'avec notre argent, Jacques Chirac. Donc j'idéalise pas cela. Non, ce qui m'inquiète, c'est pas que Macron soit comme ça. Évidemment, c'est une carence de Macron, mais Macron ne peut pas être né dans les corons, être né pauvre et connaître le peuple par son existence. C'est pas sa vie, c'est comme ça. Il est né à Amiens. Les corons sont pas très loin. Il connaît plutôt la grande bourgeoisie, il connaît cela. Bon, très bien. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y ait pas à côté de lui des gens qui lui apportent cela. Ceux qui ont essayé de lui apporter la connaissance des élus locaux ont été un petit peu évincés. Et personne dans son entourage lui dit, écoute, t'as la vie que tu as, moi j'en ai eu une autre, je la connais la banlieue. Voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est le mauvais DRH. C'est le mauvais DRH. C'est le mauvais DRH. Alors voilà, on a réglé son compte à Macron, mais enfin on a aussi précisé le portrait kaléidoscopique grâce à vous, cher Christophe Barbier, Macron sous les masques. Et on discutait, évidemment, on continue à discuter. On refait la semaine avec nos 3 chroniqueurs, Hervé Nathan, Emmanuel Aumonier et l'ami Guil Mikhaëli. Courte page de publicité, après on se retrouve. On refait la semaine continue, c'est notre éditorialiste Christophe Barbier qui est notre invité aujourd'hui, Macron sous les masques aux éditions de l'Observatoire, et je suis accompagné pour l'interroger de Guil Mikhaëli de Causeur, d'Emmanuel Aumonier d'Europe 1 et de l'Express, et enfin, last but not least, d'Hervé Nathan, mon camarade d'Alternatives économiques. Alors on part tout de suite pour Jérusalem où on retrouve notre correspondante Pascal Zonshine. Elle va faire le point évidemment sur la situation de Binyamin Netanyahou sous le coup des accusations et des condamnations portées par le procureur général de l'État d'Israël, Avichai Mandelblit. Bonjour Pascal. Bonjour Alexis, effectivement, fraude, corruption, abus de confiance, l'énoncé des délits associés au nom de Benyamin Netanyahou a assommé le public israélien à l'issue d'une semaine déjà particulièrement chargée, et la presse se ressent de cette impression de stupeur et de confusion où l'on ne parvient plus à hiérarchiser les événements par ordre d'importance, politique, justice ou sécurité. Et c'est d'autant plus difficile que c'est violent. Aux charges énoncées contre lui par le procureur général, le Premier ministre israélien a répondu « tentative de coup d'État » dont les origines seraient à chercher du côté des magistrats, des journalistes et de la gauche. Et alors quoi ? Vous pensiez vraiment qu'il n'allait pas réagir ? Demande Ben-Dror Yemini dans Yediot Aharonot. L'acte d'accusation contre le Premier ministre israélien vient seulement d'être publié, mais cela fait des années que le procès Netanyahou se déroule dans la rue, dans les médias et les réseaux sociaux, constate le journaliste. Ceux qui s'érigent en juges se prennent pour des experts et plient les faits à leurs opinions. Ce n'est pas la première affaire de corruption qui secoue Israël, mais jamais encore dans de telles proportions, remarque Yemini. Les charges retenues par le procureur général contre Netanyahou sont étayées, mais le comportement des autorités est loin d'être irréprochable, relève l'éditorialiste du Yediot. Chez Netanyahou, c'est de la corruption, mais chez les policiers et les magistrats, ce sont des failles graves et préoccupantes.
L'état de droit ne sort pas grandi de l'affaire et ce n'est qu'un commencement, s'inquiète Ben Dror Yemini. Dans Maariv, Daniel Friedman lui fait écho en tirant sur tout ce qui bouge. Le professeur de droit, qui fut le ministre de la Justice du gouvernement d'Ehud Olmert, ne décolère pas. Il accuse en vrac Benjamin Netanyahou, le procureur Mandelblit, le ministre de la Justice Ohana, le parquet et tout l'appareil judiciaire. Dans une longue interview, Friedman développe son réquisitoire. Il déplore la politisation des magistrats du ministère public, regrette que les juges ne soient plus capables de voir où s'arrêtent leurs compétences et s'inquiète d'un déclin éthique où la lettre de la loi l'emporte de plus en plus sur l'esprit qui devrait, selon lui, guider les élus du peuple. Pour le juriste, l'affaire Netanyahou est le signal d'alarme qui doit conduire à une réforme en profondeur du système. Mais pour cela, il faudra attendre le prochain gouvernement et rien ne dit qu'il soit formé dans les semaines qui viennent. On l'a presque oublié, mais la journée de jeudi a commencé par un épisode institutionnel inédit dans l'histoire politique d'Israël. Après Benjamin Netanyahou, Benny Gantz a également échoué à former une coalition et pour la première fois, c'est le Parlement qui doit entrer en jeu. Le président de l'État a reçu le président de la Knesset pour lui passer le relais. Pourquoi en est-on arrivé là et comment s'en sortir? Le quotidien Israël Hayom, pourtant proche de Netanyahou, n'a épargné personne, accusant à égalité Netanyahou, Gantz et Avigdor Lieberman d'avoir paralysé le pays par leur entêtement. Ça suffit comme ça, quand vous serez décidés, faites-nous signe, titrait le journal gratuit sur sa une de jeudi. D'autant que Benjamin Netanyahou, désormais inculpé, a clairement fait savoir qu'il ne démissionnerait pas. Dans Haaretz, Yossi Werther ne croit pas vraiment à une sortie de crise qui pourrait éviter de nouvelles élections au printemps. Amit Segal, dans Yediot Aharonot, ne voit pas non plus de raison objective de penser que la mise en examen de Netanyahou pourra changer la donne avant le 11 décembre, date limite à laquelle une majorité de députés auront dû désigner un des leurs pour former le gouvernement, faute de quoi la Knesset sera automatiquement dissoute. Le commentateur politique esquisse l'idée d'un réveil du Likoud, dont l'une des personnalités de premier plan pourrait se présenter comme une alternative à son chef actuel, mais dans le parti, à part Gideon Sa'ar, personne n'ose aller jusqu'à chuchoter une telle possibilité, même derrière des portes closes, constate Segal. Benjamin Netanyahou a coutume de comparer Israël à une villa dans la jungle. Cette semaine, on l'a vu, l'intérieur de la villa a été sérieusement secoué et la jungle extérieure ne s'est pas fait oublier non plus, avec 4 roquettes tirées mardi vers le Golan par les milices iraniennes en Syrie et la riposte massive de l'aviation israélienne le lendemain. La confrontation directe entre Israël et l'Iran est désormais une réalité. Mais c'est son évolution qui est très difficile à anticiper. Amos Harel dans Haaretz tente pourtant d'en isoler les différents facteurs. Du point de vue d'Israël, l'enjeu est clair. Empêcher l'Iran d'établir une base supplémentaire sur sa frontière nord. Cela veut dire frapper partout où c'est possible, en Syrie ou même en Irak, ouvertement ou en secret. De son côté, l'Iran doit trouver le point d'équilibre entre ses ambitions stratégiques de contrôle régional et sa situation intérieure. Ces attaques répétées contre l'Arabie saoudite n'ont pas déclenché de réaction, surtout du côté des États-Unis, rappelle Amos Harel. Et si Trump ne soutient plus ses alliés, l'Iran peut penser qu'il a les mains libres. Mais parallèlement, les sanctions américaines contre le régime de Téhéran ont entraîné une contestation populaire à l'intérieur de l'Iran, dans des proportions qu'on n'avait plus vues depuis 10 ans et peut-être même depuis la révolution de 79. Et c'est là que se pose le dilemme pour Israël, explique Harel. Faut-il profiter des problèmes intérieurs de l'Iran pour intensifier les frappes ou prévoir au contraire que Téhéran puisse choisir de détourner la colère de sa population en attaquant Israël? Et plutôt que d'utiliser la Syrie comme base de tir, Téhéran pourrait faire appel au Hezbollah depuis le Liban. Contrairement à ce qui se passe sur le front sud face aux Palestiniens, Israël n'a pas l'initiative face à l'Iran sur son front nord, constate le commentateur militaire de Haaretz. Beaucoup d'informations donc à assimiler pour une seule semaine. Beaucoup Pascal Sunshine et Reftov, et on vous retrouve évidemment dès demain matin sur les ondes de Radio J. Alors je me tourne vers Christophe Barbier, notre invité, qui nous avons longuement parlé de son Macron sous les masques, mais là nous nous transportons à Jérusalem grâce à Pascal. Les trois mousquetaires, Bibi, Gantz et Lieberman, sont-ils au fond les trois fourriers
de l'empêchement politique d'Israël? Mais bien sûr, qui est fondé sur deux problèmes profonds. Le premier problème, c'est la proportionnelle. C'est le système électoral qui fait qu'au bout d'un moment, ce système électoral, à force de raffiner ses rouages, se bloque. Oh là, vous avez énervé Gil Michaeli. Il faut trouver des modes d'expression de l'expression populaire qui permettent une gouvernance carrée. C'est ça la modernité, l'exigence dans un monde en péril. Donc ça donne le pouvoir carrément à des gens très identifiés. Si le peuple n'en est pas content, il les change à la prochaine élection. S'il n'en est vraiment pas content pendant, il fait une révolution. Et c'est bien ce que reproche aux Gilets jaunes, c'est de n'avoir eu ni le courage ni la capacité intellectuelle de faire une révolution, comme en 48 où on avait des Blanqui, des Ledru-Rollin, ou comme en 1830, ou comme en 89. Ils n'ont pas eu ce courage-là, et la révolution, c'est resté le titre du livre de Macron, ce qui est quand même paradoxal. Et c'est pareil. Et le deuxième problème de fond en Israël, c'est une situation géopolitique qui est particulièrement coincée et qui leur restera tant qu'il y aura une goutte de pétrole dans cette région du monde. Alors, c'est probablement, Gil Michaeli, comment vous entendez la double critique, non pas d'Israël, mais du fonctionnement de la politique israélienne, de l'absence, disons, de régime présidentiel en Israël, c'est moins qu'on puisse Ou dire. le scrutin majoritaire, éventuellement à un tour, comme les Britanniques, ça c'est brutal, bien sûr, mais c'est clair. Bien sûr, Christophe Barbier. Donc, brutalité, clarté, il faut qu'Israël se francise de ce point de vue-là. Alors, je pense que il y a une très grande modernité dans le système israélien parce que l'évolution de nos sociétés, c'est vers émiettement, ce sont des confédérations, c'était des fédérations de groupes, maintenant ce sont des confédérations de tribus. Et donc, si on regarde l'exemple de la France, c'est en 58, il y avait un grand compromis, moins de représentativité, pas plus de gouvernabilité. Le problème, c'est que le manque de représentativité crée un déficit de légitimité qui mine la gouvernabilité. Donc on finit à la fin avec un gouvernement qui n'est pas légitime et qui n'arrive pas à agir parce que au moins sur le papier, le régime français, c'est l'exécutif le plus fort au monde démocratique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en Israël, la société est extrêmement divisée. Il y a des Arabes, il y a des Juifs orthodoxes, etc. Ce qui tient le tout, l'ensemble, c'est qu'ils sont tous représentés. Les Arabes, qui font pas partie de la nation, ils sont uniquement citoyens, ils ont 10% de parlement. Les Russes arrivent en masse en Israël, 2-3 années plus tard, il y a des députés russes, des ministres russes. Et la bagarre ne se passe pas ni sur le rond-point, ni dans les rues, mais dans un parlement. Et c'est ça l'arène, et c'est ça le barrage contre la démocratie directe, c'est une démocratie représentative avec un véritable Mais ça coince. Mais ça coince. Alors, ça ne coince pas, parce que là, je termine. En fait, en Israël, c'est un problème complètement technique. Il y a une majorité claire pour la droite, et Bibi domine la vie politique. Sauf que il est fragile, et les gens de la droite ont compris que c'est l'occasion ou jamais de se débarrasser de lui. Le pays n'est pas bloqué pour des raisons idéologiques, on sait des programmes. C'est juste, on essaie de se débarrasser des Bibi. Alors, qu'est-ce que le constitutionnaliste français Christophe Barbier répond aux constitutionnalistes français, mais d'origine israélienne, Gil Michaeli? Non, mais c'était une boutade. Je suis d'accord avec lui, c'est la modernité qu'il nous a décrite pour représenter au plus fin une société complexe, mais la modernité ne donne pas de l'efficacité. Pendant ce temps-là, les régimes efficaces sont hélas de plus en plus des démocratures. Alors je suis d'accord, on gagne en gouvernabilité, puis au bout d'un moment, la société se tend et vous tombez. Vous tombez quand la gouvernabilité forte n'est plus efficace, c'est le cas en France où on n'arrive pas à régler le problème du chômage depuis 40 ans, et où elle n'est plus incarnée par un homme ou une femme qui transcende les clivages. De Gaulle transcendait le clivage droite-gauche. On a eu en Israël des chefs d'État qui transcendaient les clivages. Tant que vous n'avez pas retrouvé une efficacité et une figure qui transcende, la clarté peut se retourner contre les dirigeants. Alors, on refait la semaine, n'est pas une émission macronienne, naturellement, mais on va faire quelque chose comme Macron. Vous allez, nos chroniqueurs, pour une fois, vont noter notre invité. Voilà. Et donc, comme ça, vous avez le mot de la fin, mais une note sur 20. Hervé Nathan d'Alternative économique. Je vais donner 16 sur 20. Je pense je suis content. C'est une bonne note, non? C'est une très bonne note. Emmanuel Aumonier d'Europe 1. Moi, je me permettrai pas de noter Christophe Barbier. Par contre, je peux noter allez-y. son livre. Et le livre, je mettrai 14 sur 20. 14 sur 20. Merci beaucoup. Très bien. Gil Michaeli de Causeur. Alors, moi, parce que j'ai passé un très bon moment, je veux le revoir, donc 9,5 pour avoir des euros. Sur 10 ou sur 20? 9,5 pour les revoir, pour les euros. Pour le revoir pour les euros. Voilà, donc ça fait quand même une bonne moyenne, ça fait dans les 13 et demi, je pense. J'ai calculé rapidement. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup parce que Christophe Barbier, d'avoir lu et d'être allé en détail comme ça dans cette critique. C'était passionnant. On vous retrouve évidemment toutes les 2 semaines dans l'émission Entracte de Radio J, et vous êtes par ailleurs bien sûr
sûr éditorialiste sur la chaîne, le leader des chaînes info, BFM TV, qui reste envers et contre tout, de toute façon, la meilleure chaîne info, on peut le dire. Macron sous les masques aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous.